Attends, on n'a pas l'image. Mille excuses. J'ai vraiment pas compris que c'était... C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vraiment cru que c'était à 8h30. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu n'es pas en retard. Bien, alors on commence du coup. On y va, hein, si on est déjà un petit peu en retard grâce à moi. On laisse le cantique finir. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Nous accueillons ça comme notre prière. Prière d'ouverture de cette troisième soirée, le jeudi de la Saint-Michel. Nous accueillons l'Esprit Saint, Esprit de feu, comme Jésus le désigne dans Luc, chapitre 12, verset 49 et suivant. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Quel est donc ce feu que Jésus est venu répandre sur la terre? Le feu évoque
à la fois la destruction et le danger. Mais il évoque aussi la chaleur du sang et de l'amour. C'est bien le feu de l'esprit d'amour que Jésus est venu allumer sur la terre et communiquer à ses disciples. Nous accueillons ce feu qui nous donne l'énergie de la mission, l'énergie des disciples missionnaires. Merci à Laurence qui va encore nous plonger dans le mystère du feu. Le feu tel qu'il s'offre à nous dans la nature pour nous propulser dans le surnaturel, dans le spirituel. Merci à vous, chers frères et sœurs, déjà connectés ou qui allez nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Merci Seigneur. Amen de venir nous animer. Excusez-moi, j'ai envoyé le lien à Marie-Jo parce qu'elle ne le trouvait plus. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bernard, le chien est très mal élevé. Ce chien il a cassé les pieds. Il a cassé les pieds. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on démarre, c'est vrai? Oui, tu prends le partage d'écran, je te laisse l'écran s'il te plaît. Alors, écran partagé, poum, le voilà. Écran partagé. Tout le monde voit l'écran? Moi, je ne vois pas l'écran. Tu Pas vois encore, pas? non. Attends. Merci Bernard. Ah oui, voilà, merci. Sans Bernard, qu'est-ce que je ferais? Pas grand-chose. Oh, va, ben, ça je ne suis pas calé non plus. Hein. Vous voyez quelque chose ou pas? Oui, on voit le feu. Ah, Voilà, très bien. le feu. Allez, on va vous mettre le feu. Attention. Voilà, donc après avoir exploré l'élément sol, l'élément terre avec le sol, l'élément eau, on va se lancer cette fois-ci à l'assaut de l'élément feu. Voilà. Alors le feu, ça vous évoque peut-être des souvenirs de nos aïeux, n'est-ce pas, qui n'avaient comme source de chaleur dans leur ferme que la cheminée et que l'âtre, sur lequel ils faisaient aussi la cuisine. Vous avez peut-être, si vous avez fait du scoutisme ou des choses comme ça, le souvenir d'avoir vécu de joyeux feux de camp. En tout cas, le feu, ça nous évoque toujours, bien sûr, la chaleur. Qui dit chaleur dit aussi forcément soleil. Et soleil, énergie, enfin, on va passer comme ça jusque, disons, aux différents types d'énergie dont nous avons besoin maintenant. On n'en est plus à l'époque de la cheminée, simplement pour nous chauffer. Impossible de parler d'énergie sans parler de la création de notre monde actuel tel que nous le supposons, tel que les scientifiques le supposent, avec la théorie bien sûr du Big Bang, qui est représentée avec une vue d'artiste ici, une énorme énergie qui sans doute traverse encore notre monde. Bien sûr, il y a l'énergie de l'eau, on en a parlé la dernière fois. Il y a l'énergie du vent. Il y a même de l'énergie électrique dans la nature quand l'orage frappe, la foudre. Laquelle foudre peut d'ailleurs mettre spontanément le feu dans la nature. Et en réalité, tout ceci est dû à l'existence du soleil. Si le soleil n'existait pas, on n'aurait pas toute cette énergie sur Terre
le vent, l'eau, ça n'existerait pas. Et finalement, les Égyptiens ne s'y sont pas tellement trompés, puisqu'ils ont fait du soleil un dieu, figuré ici par le dieu Horus. Il y a sur Terre, en fait, encore une autre énergie. Alors, elle est sous nos pieds, celle-ci. Et c'est l'énergie qui donne sa tête actuelle, en fait, à notre planète. Vous savez que la surface de la planète est découpée en différentes plaques tectoniques. Alors, nous, on vogue sur la plaque eurasienne ou eurasiatique. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'autres plaques, d'autres radeaux qui naviguent sur Terre. Et cette énergie, en fait, tectonique a fait que la tête de notre Terre a bien changé. Vous voyez, au départ, il y avait ce qu'on appelait la Pangée, c'est-à-dire un seul continent. Et ce continent, ensuite, s'est fracturé. Et les différents radeaux se sont mis à voyager jusqu'au visage qu'on connaît actuellement. Alors là, ce n'est pas du tout le Soleil, bien sûr, qui est en cause, hein, mais c'est en fait une énergie atomique, une énergie qui provient du noyau de la Terre, où on a des atomes qui se désintègrent. Tout ça, ça provoque de la chaleur. Cette chaleur va faire fondre les roches de la couche intermédiaire. Il va y avoir à ce moment-là des courants de convection, un peu comme dans nos casseroles, hein, quand on chauffe, on a les nouilles qui tournent un petit peu comme ça contre les parois de la casserole. Donc, on a des courants de convection qui vont se créer, et c'est ces courants de convection, en fait, qui vont déplacer les plaques et les continents qu'elles supportent. Bien, alors ça, c'est pour la nature sans l'homme. Mais maintenant, si on s'intéresse en fait à l'homme là au travers, alors l'homme n'a pas toujours été l'homme qu'on connaît maintenant, bien évidemment. Et il y a eu un moment où il a fini par domestiquer le feu qui naissait spontanément à la suite des orages. Cet homme qui a donc domestiqué le feu, c'est pas encore tout à fait nous, les Homo sapiens, mais c'est des humains enfin des pré-humains, qui ont commencé à apparaître il y a presque 2 millions d'années et qui se sont éteints, pense-t-on, il y a à peu près 300 000 ans. Et on suppose que ces premiers humains, qu'on a appelés les Homo erectus, parce que c'était les premiers à pouvoir se tenir vraiment debout dans la longue lignée qui nous a précédés, eh bien, on leur attribue en fait l'invention, si je puis dire, du feu. Et ça a été un beau changement en fait pour l'homme, pour l'humanité naissante. Ça a permis, bien sûr, de se réchauffer. Ça a permis, et ça a été énorme, de cuire les aliments. Les cuire, ça voulait dire, jusqu'à présent, les humains précédents, en fait, ils se nourrissaient surtout de charognes ou de petits animaux qu'ils capturaient. Donc, ce n'était pas très, très sain, c'était bourré de microbes. Et en fait, l'invention du feu, ça a été énorme parce que les êtres humains ou pré-humains ont réussi donc, en cuisant la viande, par exemple, à détruire beaucoup de germes qui nuisaient à leur santé, beaucoup de microbes. Donc, ça a été vraiment un plus. Petit clin d'œil, voilà. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'on a inventé la brochette, mais enfin, voilà, pourquoi pas. Et autre chose aussi, ça a permis, ce feu, de durcir les pieux dont on se servait pour aller à la chasse. Donc, ça a commencé à donner des armes plus solides. Et cette invention du feu, bien sûr, a permis que les inventions se succèdent. On a pu devenir des potiers, on a pu devenir des métallurgistes au fur et à mesure que les années avançaient. On a pu devenir... alors, nous, on dit des artistes, mais en fait, les gens qui peignaient sans doute plus dans un but utilitaire que simplement dans un but culturel, on dirait.
On n'a pas tout compris d'ailleurs de la signification de ces magnifiques peintures que vous avez peut-être vues dans les grottes en France. Et donc, on ne sait pas bien si c'est magique, si c'est pour faciliter la chasse, si c'est pour des actes gratuits, ça ne paraît pas véritablement ça. On sait aussi de plus en plus qu'il n'y avait pas que des peintres masculins, mais il y avait aussi des peintres féminins chez les hommes préhistoriques. Et donc, toutes ces peintures, c'était beaucoup à l'époque du paléolithique, c'est-à-dire chez les chasseurs-cueilleurs. On était à l'époque des nomades. Donc, on ne vivait pas forcément dans les grottes. En tout cas, on avait un sens artistique et surtout un sens de l'observation de la vie certain. Hein, vous avez ici une magnifique représentation d'une vache en pleine course ou d'un taureau. Voilà. Donc, avec le feu, on a pu aller peindre aussi beaucoup plus facilement dans les grottes parce que peindre quand il fait tout nuit, ce n'est pas évident. On a pu inventer un drôle de truc qu'on appelle le brai. Le brai, c'est en fait une colle qui est fabriquée à partir de l'écorce du bouleau. Et là, ça a permis de faire quelque chose d'assez fantastique, c'est que ça a permis de coller des matières, de donner plus de solidité, par exemple, aux armes qui permettaient d'aller à la chasse. Alors, moi, je suis très émue quand je vois ces 4 cailloux empilés et puis cette tache noire. Ça correspond au plus ancien feu qu'on connaît, qui a été allumé en France et même, je crois, en Europe, à Terra Amata. Terra Amata, donc c'est sur le Mont Boron à Nice et c'était il y a 400 000 ans. Et ça a l'air de rien comme ça, ce petit machin, mais en réalité, c'est le départ d'une véritable révolution. Donc, c'est une révolution parce qu'avec le feu, finalement, l'homme a réussi à aller coloniser toute la planète. Il a pu aller, bon, où il faisait chaud, oui, il a pu aller aussi où il faisait froid, puisqu'il était capable de lutter contre des températures pour lesquelles il n'était peut-être pas fait à l'origine. Alors, ça a été à partir de là, évidemment, toute une diversité dans notre humanité que cette photo reflète ici, avec tout un tas de types de visages différents, chacun étant plus ou moins d'ailleurs adapté. Il y a beaucoup d'adaptations en fait qui se sont faites au lieu où on vivait. Et puis aux gènes aussi que nos ancêtres avaient transportés en petits groupes ici ou là sur la planète. C'est pour ça qu'on est différents. J'insiste sur le terme de révolution à propos du feu, de l'invention du feu, parce que finalement, ça a été à l'origine de la révolution industrielle qui a beaucoup fait changer donc, la tête du monde et de la société au 19e siècle et par la suite, et qui nous a emmenés jusqu'à visiter la Lune ou alors envoyer tout un tas d'engins spatiaux qui maintenant explorent des astres. Certainement que le premier inventeur, le premier qui a inventé le feu n'avait jamais pensé que ses descendants iraient faire des choses pareilles. Mais voilà. Nous vivons maintenant encore, à travers cette image un petit peu ironique, nous vivons une nouvelle révolution qui est la révolution de l'homme connecté, la révolution informatique. Si on est là ensemble en ce moment, c'est bien parce que l'informatique existe. Et cette informatique, donc, maintenant, nous relie. Il n'y a plus tellement de limites. On peut communiquer partout, quoi, je veux dire, à travers le monde. Alors évidemment, tout ça, ça ne va pas sans besoin en électricité. Hein. J'en prendrai pour preuve ici, par exemple, où on nous dit qu'un courriel avec une pièce jointe, ça équivaut à, quand on envoie un courriel comme ça, en fait, ça équivaut à dépenser l'énergie d'une ampoule pendant à peu près 1 heure. Hein. Voilà.
Donc, comme il y a énormément de trafic, d'échanges qui se font, hein, j'ai trouvé un petit document ici qui indique ce qui se passe en 1 minute, ce qui s'est passé en 1 minute sur Internet en 2019. Et tout ça, ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Vous voyez, ne serait-ce que les mails, 188 millions de mails envoyés en 1 minute. Hein, des recherches, 3,8 millions de requêtes en 1 minute sur Google, etc. Enfin bon, voilà, des chiffres qui montrent à quel point c'est important maintenant, tout ce réseau Internet. Alors, ça fonctionne parce que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les terminaux. Les terminaux, ben, c'est nos ordinateurs, c'est les smartphones. Alors, si on prend la consommation d'électricité liée à Internet, nous, on en prend comme ça 30%. Après, il y a les data centers qui en prennent aussi 30%. Et puis, ben, il faut bien que l'information circule, et ça représente 40% donc, de l'ensemble. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie est une énergie, en fait, ici, ce document nous montre l'énergie qui est dépensée depuis les 1965 là, à 2015. Et on voit que la demande en énergie de la planète, c'est quelque chose qui ne cesse d'augmenter. Ça va avec, bien sûr, le développement des pays. Hein. On n'est pas, et ça nous mène maintenant, il faut le dire, à des choix qui peuvent être cruciaux à propos de notre fonctionnement en tant qu'utilisateur d'énergie sur la planète. Alors, cette image, peut-être, elle scinde les choses en deux, quoi, c'est-à-dire ou bien de l'énergie verte, entre guillemets, ou bien de l'énergie qu'on a représentée ici d'une couleur moins sympathique. Et donc, on va essayer une énergie qui est beaucoup plus polluante et peut-être moins durable. Donc, on va essayer, mon but dans la conférence ici, ça va être d'envisager différents types d'énergie, d'utilisation d'énergie, et puis d'essayer de voir le pour et le contre. Voilà, c'est un petit peu l'objet de cette conférence. L'énergie qui a certainement été utilisée, la source d'énergie qui a certainement été utilisée depuis plus longtemps, forcément, c'est le bois. Hein. Et ce bois, actuellement, ben, on le trouve sous différentes formes, puisqu'on arrive à avoir maintenant des chaudières, par exemple, qui fonctionnent en continu, sans qu'on ait besoin de recharger en bûche. Donc, grâce à des pellets, grâce à des plaquettes, grâce à, voilà. Et c'est vrai qu'on a toujours gardé ce désir un peu de convivialité autour d'un bon feu. Alors, l'intérêt du bois, déjà, c'est que c'est une énergie, vous voyez, qui ne coûte pas cher par rapport à d'autres. Hein, par rapport à d'autres énergies qu'on peut utiliser, soit dans l'industrie, soit chez nous. Alors, le bois, ça a des bons côtés. Se chauffer au bois, ça a des bons côtés. Ça en a d'autres qui sont moins positifs. Donc, on peut se dire que le bilan carbone, par exemple, c'est bon parce que si vous utilisez du bois, vous allez émettre du CO2 dans l'air. Ça, c'est pas trop bon pour le réchauffement climatique. Mais étant donné que les arbres ont besoin de gaz carbonique pour se nourrir, ils réabsorbent ce CO2, ils vont regrandir et donc vous allez comme ça boucler un cycle. Alors, c'est correct si vous n'allez pas chercher non plus votre bois trop loin, parce qu'après, il faut compter aussi le transport qui rajoute encore du CO2. Où c'est moins bon, cette source d'énergie, c'est qu'en fait, ça envoie dans l'air des particules, ce qu'on appelle des particules fines, et puis des gaz, dont l'oxyde d'azote, qui est irritant, et puis des particules fines qui sont pas du tout bonnes non plus pour notre système respiratoire. Donc, au niveau de la santé,
Voilà, si tout le monde se met à chauffer au bois actuellement, vu le grand nombre de personnes que nous sommes sur Terre, ça poserait vraiment un problème. On a ensuite utilisé aussi le charbon. Alors ça, sa grosse consommation, ça a été vraiment à l'époque de la révolution industrielle. Mais vous voyez que c'est connu depuis le XIe siècle, par exemple. On a commencé à s'y intéresser sérieusement. Donc actuellement, les usages, c'est centrale thermique, sidérurgie, chauffage individuel, mais là quand même, ça diminue. Alors, au contraire du bois, le charbon, ce n'est pas spécialement quand même une source d'énergie durable, hein, parce que ce charbon se forme de la manière suivante. Il s'est formé à partir de marécages qui existaient à l'époque carbonifère. Enfoui sous des sédiments, ça devient tout d'abord de la lignite qu'on utilise aussi comme combustible. Ça peut devenir du bitume et ensuite de l'anthracite. Donc, tout dépend de la profondeur en fait d'enfouissement. Tout ça, bien sûr, ça prend des millions d'années, des centaines de millions d'années pour se faire. Donc, c'est une source en fait d'énergie qui est épuisable, mais abondante sur Terre. Donc, si on regarde toujours, cette fois-ci jusqu'en 2010, l'évolution de la consommation mondiale, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas du tout infléchi. On continue et que le charbon arrive en bonne position et même décolle depuis les années 2000, on en utilise plus qu'auparavant. Alors, gros pays utilisateurs, c'est la Chine, c'est les États-Unis, enfin, avant les États-Unis, l'Inde, et puis donc les États-Unis. C'est les gros, on va dire, utilisateurs de charbon. Et je ne vous ai parlé là que du charbon qu'on tire de la terre, mais il y a aussi le charbon qu'on obtient à partir du bois, le charbon de bois. Et lui, ce charbon de bois, il présente un autre problème, c'est que ça contribue à la déforestation. Donc, avantage, inconvénient, ça se transporte assez facilement parce que c'est solide. On en trouve dans de nombreux pays, c'est des gisements importants, on peut produire avec du gaz, des produits chimiques, etc. Et puis bien sûr se chauffer ou fabriquer de l'électricité. Le problème, donc, on l'a dit, c'est pas renouvelable. Vu que c'est des volumes, ça ne peut pas trop se tasser, ça demande beaucoup de coûts dans le transport, mais il faut aussi l'extraire, c'est aussi coûteux. Alors, pollution très importante, plus que le bois encore. Donc, ça libère aussi du dioxyde de carbone et ça contribue bien sûr à la pollution, mais aussi à l'accroissement de l'effet de serre avec le réchauffement climatique. L'impact direct sur l'environnement, ce n'est pas négligeable. Vous avez ici une mine de charbon, donc ça fait disparaître pas mal de sol, comme on peut le voir. Et c'est toujours autant qu'il ne peut pas nourrir les êtres humains, par exemple. Les centrales à charbon, ce n'est pas que de l'eau qui sort des tuyaux, hein, on l'a vu. Donc, ce n'est pas très positif tout ça. On s'est intéressé aussi au 19e siècle au pétrole. Hein. Donc, le pétrole, c'est assez visqueux, noir, nauséabond. C'est pas très sympathique comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme chose avec? Beaucoup, on va voir ça. Alors, le pétrole, c'est un petit peu comme le charbon. Ça s'est formé à partir de débris végétaux, animaux, qui se sont trouvés donc entassés sous des couches de sédiments. Et puis, ça a fait donc ce liquide brun nauséabond. À la suite de la fracturation des roches suite à des tremblements de terre, suite à la tectonique des plaques, on a eu des remontées qui se sont produites, qui ont donné lieu à des nappes. Ces nappes que l'on peut bien sûr exploiter. Alors ici, vous avez donc tout un alignement de pompes hein, qui font donc sortir le pétrole à longueur de journée.
Le plus grand fabricant, si j'allais dire, le plus grand producteur de pétrole, ça se situe au Moyen-Orient. Ensuite, vous avez l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis. Les autres ne jouent pas tout à fait dans la même cour quant à la production. Alors, le pétrole, ça a vraiment révolutionné la vie, hein, parce qu'à partir de là, on a fait vraiment on s'est rendu compte qu'on pouvait faire vraiment plein de choses avec lui. Bon, bien sûr, c'est une source d'énergie, on peut la brûler, donc on peut rouler avec. On peut fabriquer, il y a toute la chimie du pétrole, on peut fabriquer des fibres synthétiques avec lesquelles vous allez fabriquer des vêtements, mais aussi des filets pour la pêche, par exemple. De la colle, nos fameux pesticides. Si vous me voyez bien, moi j'ai des lunettes, ça m'aide à voir, il y a pas mal de lunettes qui sont faites aussi à partir de plastique. Les préservatifs, vraiment c'est très diversifié. Les pneus, les colorants alimentaires, les chewing-gums et toutes les matières plastiques que nous utilisons dans la journée. On ne va pas faire toute la liste parce que c'est énorme. Évidemment, notre vie serait très différente si on n'avait pas l'essence pour rouler. Et puis, le goudron, le bitume qui provient également, il ne faut pas l'oublier, justement, de l'industrie du pétrole. Alors, mauvais côté de la chose, ça va être, en voilà un, quand vous avez un tanker, hein, un bateau qui transporte le pétrole, qui s'échoue quelque part, qui s'éventre, et puis du coup, qui laisse écouler son pétrole. Alors, on connaît le résultat, on a vécu ça, on a encore en mémoire, par exemple, la Moko Cadiz en Bretagne, hein, véritable catastrophe pour la biodiversité, avec des tas d'oiseaux qui ne se rendent pas compte qu'au lieu de plonger dans la mer, ils plongent malencontreusement dans le goudron, dans le pétrole qui va les engluer, les intoxiquer, les empêcher de respirer. Voilà. Il n'y a pas que les oiseaux qui trinquent, hein, dans ces cas-là. Ici, vous avez des dauphins. En 2010, il y a eu, vous vous rappelez, il y a eu une catastrophe du côté du golfe du Mexique. Et on s'est rendu compte que les dauphins avaient pas mal trinqué dans l'histoire. Hein. Donc, il y a eu notamment une surmortalité des jeunes. Et donc, il y a eu 2010-2014, hein, vous avez eu en fait beaucoup de dauphins qui ont été échoués sur les plages, des baleines aussi, qui sont morts, et des autopsies auraient montré en fait des problèmes au niveau de leurs poumons. Donc tout ça c'est dû en fait à l'action de cette marée noire. Alors, la marée noire aussi, ça impacte tout ce qui est plancton. Qui dit plancton dit chaîne alimentaire. Donc, vous allez impacter, en faisant disparaître le plancton, vous allez impacter tous les animaux qui s'en nourrissent. Et dans ce plancton, vous avez aussi, par exemple, des larves de poissons. Donc, vous avez des générations de poissons, une bonne génération de poissons qui peut disparaître de cette façon. Où j'ai été énormément surprise, en fait, c'est quand j'ai regardé aussi ce qui se passait pour la faune au niveau du plastique dans les océans. Alors, il y en a qui peuvent trouver qu'effectivement, un coton-tige, par exemple, c'est vraiment super parce qu'on peut s'attacher après. Mais il y a d'autres dégâts qui sont beaucoup plus dramatiques. Alors, sur les oiseaux, vous voyez, notamment tout ce qui reste de filets. Hein, là, vous avez un oiseau qui s'est pris dans deux types de filets et puis qui n'arrive même plus à ouvrir le bec. Bon, il en est mort. Hein. Celui-ci, vous voyez, dans un cercle en plastique, il en est mort. Les phoques, n'en parlons pas, vous allez en voir plein ici avec des bandanas, mais alors c'est des morceaux de filet qui vont plus ou moins les étrangler et entraîner leur mort à plus ou moins long terme. En voilà un ici, vous voyez, qui a dû être pris quand il était plus jeune, et puis il grossit, mais petit à petit il s'étrangle. Vous avez
le cas des tortues, vous voyez, quand elles sont toutes petites, qui se prennent dans les émails aussi d'un bidule en plastique, et après qui sont complètement, qui ont une croissance où elles sont complètement déformées par ce piège dans lequel elles sont rentrées. Vous avez également des oiseaux qui se trompent, qui mangent en fait ce qu'ils croient être des poissons ou des bestioles qu'on pourrait manger. En réalité, c'est tous des objets en plastique. Ils ne les digèrent pas, ça reste dans leur estomac et ils finissent par mourir de faim. La même chose est arrivée à cette... donc voilà ici, hein, voilà plus en détail. C'est incroyable de voir tout ce qu'elle a pu avaler. La même chose qui se produit parfois avec les baleines. Donc ici, vous avez en fait une baleine qui s'est échouée. Je ne sais plus si c'est en Amérique ou... Et en fait, après, on a fait son autopsie pour savoir pourquoi elle était morte. Et donc, on s'est rendu compte qu'elle avait avalé, vous voyez, une centaine de sacs en plastique. Et bien sûr, tout ça, ça tient de la place dans l'estomac. Ça a de se nourrir correctement. Et donc, il finit par s'affaiblir et puis par en mourir. Ici, on prend sur le vif une tortue qui confond justement un sac en plastique avec une méduse qu'elle mange habituellement. Et elle aussi, elle va se remplir petit à petit l'estomac avec ça et dépérir, mourir. Avec le pétrole, il faut des raffineries. Ici, celle de Feyzin. Et c'est pareil, là, alors là, on ne parle plus de pollution de l'eau, mais de pollution de l'air. Les gens de Feyzin râlent pas mal après cette raffinerie qui envoie dans l'air des métaux, du soufre, des métaux lourds, enfin, tout un cocktail qui vaudrait mieux pas respirer. Du coup, après, on s'est tourné, alors surtout à cause des chocs pétroliers d'ailleurs, on s'est tourné vers le nucléaire. Voilà. Et le nucléaire, donc, ça peut être considéré comme une énergie verte. Quelque part, alors, bon, je répondrai tout à l'heure que quelque part, oui. Ici, une carte qui nous montre en fait les implantations diverses et variées donc, de nos centrales en France. Donc, il y en a un petit peu partout. Vous savez qu'on ne voit plus celle-ci puisque Fessenheim a été mise à l'arrêt. C'était la doyenne des centrales. Alors, la France, en fait, on est le premier parc nucléaire européen et on arrive deuxième après les États-Unis. Donc, on est bien nantis. On avait bien dit dans le précédent Éco-Saint-Michel qu'on avait déjà parlé de l'eau et du rapport entre l'eau et puis les centrales. Donc, quand on voit de la fumée qui part de ces centrales nucléaires, en principe, il n'y a pas lieu de s'affoler puisque c'est simplement l'eau de refroidissement des réacteurs et on a vu qu'il y avait quand même 3 circuits qui étaient séparés, 3 circuits de refroidissement qui étaient séparés jusqu'à arriver ici. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère, n'est-ce pas, du gaz carbonique ou d'autres gaz à effet de serre. Donc, de ce point de vue, oui, c'est une énergie verte si on considère le problème du réchauffement climatique. Après, cette énergie verte, elle rencontre parfois des problèmes liés à l'eau, justement. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'on vivait davantage de sécheresse. Et donc, il y a parfois plus assez d'eau pour refroidir tous les réacteurs. Et donc, on est obligé de mettre en fait des réacteurs à l'arrêt pour éviter donc déjà de vider le fleuve et puis de compromettre ensuite le fonctionnement de la centrale nucléaire. Alors, où c'est moins vert, on va dire, c'est quand on commence à parler des déchets radioactifs. Parce qu'évidemment, il y en a qui sont produits. Et ces déchets radioactifs, en fait, ils vont être classés en différents types.
Donc, on a des… Et puis, suivant les sources aussi, donc 3 sources, la mine d'uranium, le fait de traiter le minerai pour pouvoir obtenir le combustible, et puis l'utilisation du combustible dans les centrales. Alors, on va obtenir comme ça des résidus de minerais, des terrils plus ou moins avec des roches qui étaient autour, qui sont plus ou moins stériles au niveau de la radioactivité, enfin plus ou moins. Quant aux centrales nucléaires, il peut y avoir donc différents rejets pendant que ça fonctionne, mais aussi quand il s'agit après de démanteler les installations. Alors, il y a forcément le combustible, hein, l'uranium ou le plutonium, donc qui doit être lui aussi retraité. Et ce retraitement donc, va permettre un certain recyclage, on va dire, en obtenant du plutonium. Mais on obtient quand même, on a beau faire, on obtient quand même donc des déchets. Et quand on sait la durée de vie donc, de la radioactivité, par exemple, dans l'uranium, quand vous lisez ici 4,5 milliards d'années pour que l'uranium ait perdu, l'uranium 238, pour qu'il ait perdu seulement la moitié en fait, de sa radioactivité. Donc, ça donne une petite idée de l'échelle à laquelle on travaille au niveau du danger de la radioactivité. Donc, évidemment, ces déchets, ça pose vraiment un gros problème. Oui, c'est quand même assez un boulet qu'on a à la patte. Alors, dans tous ces déchets, en fait, il faut distinguer des déchets qui ont une vie courte, les déchets d'exploitation, les déchets de déconstruction, et puis les déchets qui sont à vie longue. Et on ne va pas les traiter, en fait, de la même façon. Ce qui est à durée de vie relativement courte, ça va être enfoui. Ça va être enfoui sous terre, ça va être gardé donc dans des fûts. On va toujours se garder la possibilité de venir visiter ces fûts, de venir voir ce qui se passe là-dedans quand même, parce qu'il ne s'agirait quand même pas qu'il y ait des fuites. Mais ce n'est pas ceux qui sont les plus, on va dire, les plus radioactifs. Donc, il y a des centres d'enfouissement et il y a des centres d'enfouissement qui prennent encore plus de précautions. Donc, c'est pour les déchets à longue vie. C'est des centres d'enfouissement qui sont comme les autres sous des couches en fait d'argile, des épaisses couches d'argile. Il faut donc faire des études géologiques pour savoir où enfouir ces déchets. Et on va construire des alvéoles en béton et on va mettre donc dans des containers en acier ces déchets hautement radioactifs, c'est-à-dire ce qui provient donc du combustible qui a été utilisé et qu'on n'a pas pu en fait retraiter. Alors, ça nécessite… à propos, donc je vais revenir un petit peu en arrière, à propos de ces centres d'enfouissement, ceux qui sont contre l'énergie nucléaire disent mais comment est-ce qu'on va pouvoir être sûr que ces produits radioactifs, on va pouvoir les contrôler pendant 9 milliards d'années jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'uranium, enfin de produits radioactifs là-dedans. Ça, effectivement, c'est un gros problème. Qu'est-ce qui peut se passer en cas de guerre? Qu'est-ce qui peut… Voilà, ça risque d'être abandonné. On ne sait plus trop ce qui se passe après. Et la mémoire humaine, bien, ça pose quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ça pose aussi un problème parce qu'en fait, il faut les transporter. Donc, c'est sous escorte. C'est pas, on ne clame pas haut et fort qu'on transporte des produits radioactifs dans leur conteneur jaune, parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont transportés comme ça. Les autres sont transportés par la route. Mais voilà, s'il y a un accident, etc., qu'est-ce qui peut se passer? Alors, en parlant d'accident, j'ai essayé de revoir un petit peu. J'aurais pu prendre Fukushima, j'ai pris Tchernobyl. Parce que effectivement, vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques dizaines d'années, donc on a eu l'explosion d'un réacteur à Tchernobyl lors justement en Russie, hein, donc lors d'une manipulation qui était destinée en fait à vérifier la sécurité. Alors bon.
ça n'a pas été une franche réussite. Donc, on voit ici le réacteur qui explose. On voit ici des responsables qui surveillent les opérations pour essayer d'éteindre l'incendie. Je ne vous explique pas ce qui peut se trouver dans toutes ces fumées. On le sait, la radioactivité s'est propagée partout et les moyens pour éteindre paraissent bien dérisoires. Il y a des gens, des pilotes qui sont, on peut le dire, sacrifiés pour aller dans ces nuages radioactifs et essayer donc de déverser du sable pour essayer de mettre fin à cet horrible accident. Donc, effectivement, hein, on a pu éteindre ce réacteur qui était en feu. Mais, entre nous soit dit, entre le moment où ça a explosé et le moment où on a réussi à éteindre, eh bien, on a eu donc un nuage radioactif qui a pas mal voyagé à travers la plaque eurasiatique, comme vous pouvez le voir ici. Puisqu'on a eu au gré des… Alors, pourquoi c'est pas uniforme, les dépôts, hein? C'est parce qu'en fait, ça s'est d'autant mieux déposé qu'il a plu. Donc, entre nous soit dit, on se situe dans une petite région qui en a pris un petit peu plus que les autres en France. Donc, issue de secours, quand on se trouve face à un accident de ce type-là, l'issue de secours, ça a été… Bon, alors, ce qui s'est déposé sur les terres, on n'en parle plus. C'est là, on peut plus rien faire au niveau de la radioactivité, donc, qui est là. Par contre, ce que les Russes ont fait, c'est qu'ils ont ensuite coulé un sarcophage en béton par-dessus donc ce réacteur en folie. Mais au bout de quelques années, on s'est rendu compte que le réacteur en béton armé souffrait énormément et risquait en fait de s'affaisser et de renvoyer de nouveau des poussières dans l'atmosphère. Et hop, on était reparti pour un tour. Donc, en fait, ce qu'on a fait, et là, c'est la communauté internationale qui est intervenue en partie pour payer ça. En fait, on a construit un énorme dôme pour coiffer l'ancien sarcophage pour qu'au cas déjà où il s'effondrerait, on pourrait limiter toutes les poussières radioactives, la propagation des poussières radioactives. Et donc, ensuite, on a d'ailleurs démantelé là-dessous ce qui risquait de s'effondrer. Et donc, on a mis comme ça hors de nuire, on espère pour quelque temps, cette catastrophe liée donc à cette industrie nucléaire. Alors, un truc qui m'a vraiment étonnée quand j'ai préparé cet exposé, c'est que en fait, quand on cherche maintenant à savoir exactement l'étendue des dégâts, pour la vie, on a bien du mal de trouver des informations fiables, on va dire. Alors, pour vous donner une idée, suivant les sources, on vous dit oh, l'accident, il y a eu 60 morts, 4000 décès, voilà, puis voilà, c'est bien, c'est tout, si on peut dire. Et par contre, quand vous lisez d'autres sources, vous arrivez à des chiffres beaucoup plus importants. Quand vous avez des ONG comme Greenpeace, eux, ils disent qu'il y a plutôt 100 000 victimes. Voilà. C'est pareil pour savoir exactement ce qui se passe avec les cancers de la thyroïde. C'est assez… Il n'y a pas beaucoup de sources non plus. Bon, j'en ai trouvé une où quand même on montrait qu'il y avait eu un pic de cancer. Et ça, après donc Tchernobyl, de 91 à 95, bizarrement, les filles plus que les garçons. Et ça pourrait être considéré comme un chiffre quand même assez sérieux puisque ça a été publié par le CEA. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, enfin, vous avez vu donc où les gens vivent, hein, eh bien, on a à l'heure actuelle 1,5 million de personnes
en Biélorussie, en Ukraine, qui vivent sur des endroits qui ont été largement pollués par la radioactivité. Alors, je voudrais bien éteindre ça, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà, alors, il y a une zone qui a été à proximité du réacteur, il y a une zone qui a été déclarée zone interdite, tellement il y avait de radioactivité dans le coin. Et donc, on s'est aperçu en fait que la nature reprenait ses droits. Tout ça, c'est 30 km autour de Tchernobyl, donc les êtres humains ne vivent pas là-dedans, à part quelques personnes âgées, j'ai vu qui n'avaient vraiment pas, qui s'étaient pas du tout résolus à quitter leur maison, qui sont parfois revenus. Et donc, il semblerait quand même que les animaux, il semblerait, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pareil, pour trouver des études, c'est vraiment difficile. Et en fait, donc, on a vu revenir, vous voyez, donc la faune sauvage, mais on ne sait pas exactement tout ce qui se passe à ce niveau-là. On sait que les insectes ont beaucoup pâti, ils sont les premiers exposés puisque les plantes absorbent les produits radioactifs, eux mangent, ils sont les premiers dans la chaîne alimentaire. Il semblerait que les insectes paient un lourd tribut. J'ai vu aussi ailleurs les hirondelles, exactement aussi, donc ils se nourrissent d'insectes. Donc voilà, franchement, c'est difficile de trouver des informations fiables. On a l'impression qu'on veut taire cette histoire. Bon, un petit coup d'œil un petit peu rigolo, si on peut le dire. Hein. Les humoristes sont toujours là pour alléger un petit peu, voilà, ce qui se produit de négatif. Alors, donc voilà, le nucléaire, oui, tant que ça va bien, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est vrai que pour le réchauffement climatique, c'est bon, mais quand il y a un accident, c'est une pollution qui s'en va loin avec des conséquences que je pense qu'on n'a pas trop envie de montrer pour ne pas affoler les populations. Alors ensuite, voilà, on connaît les problèmes. Donc, les énergies renouvelables, est-ce qu'on pourrait fonctionner avec 100% d'énergie renouvelable? Donc, ces énergies renouvelables, hein, c'est bien sûr l'éolien, c'est le solaire, le bois dont on a parlé, l'énergie hydroélectrique également. On aurait pu rajouter aussi là-dessus la géothermie, hein, utiliser la chaleur donc, qui est sous nos pieds pour se chauffer. Alors, ces énergies renouvelables, j'aimerais vraiment bien enlever ce truc. Ces énergies renouvelables, donc, elles n'occupent pas encore une très, très grande part dans la production mondiale. En France, en 2019, voilà un petit peu la part des énergies renouvelables. 2019, ça représente 17,2% de tout ce qu'on utilise comme énergie, avec, comme vous le voyez, tout un panel donc, de possibilités qui nous sont offertes. Ah là là, décidément. Voilà, alors je vais essayer d'être brève, mais je sens que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais revenir quand même un petit coup sur l'énergie hydroélectrique. Hein. L'eau, voilà, c'est une énergie qui est renouvelable. Il y a belle lurette qu'on utilise. Ici, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher un barrage sur le Dessoubre. Il y avait beaucoup de petits barrages qui alimentaient des petites usines. Ici, c'est le barrage du Moulin Girardot qui a alimenté. Donc, ces barrages, ils ont alimenté, par exemple, des scieries. Toujours dans notre beau département du Doubs, le barrage du Châtelot, près de Villers-le-Lac, là, on a atteint déjà une autre dimension parce que donc on a eu besoin par la suite, hein, comme on l'a vu, de beaucoup plus d'énergie. Et donc, on a fabriqué de l'électricité à partir de ces barrages. Alors, ces barrages, c'est pareil, c'est un peu comme les centrales nucléaires, on va dire. Ça fonctionne bien, mais en cas de sécheresse, les barrages finissent par s'assécher. Il ne faudrait pas qu'on connaisse des
des sécheresses, que le réchauffement climatique produise des sécheresses trop importantes parce qu'on rencontrerait aussi des problèmes à ce niveau-là. Et puis, les barrages, ça a aussi, alors ça, vous voyez, quelque chose de sympathique. Pour ceux qui connaissent, ça c'est le lac de Sainte-Croix, proche de Draguignan, par exemple. Et donc, évidemment, ça crée, les lacs, ça crée un attrait supplémentaire. Mais je voudrais vous parler aussi quand même des problèmes que ça peut engendrer au niveau humain, que ça a engendré au niveau humain. Vous avez ici le village des Salles à l'heure actuelle, au bord donc, du lac de Sainte-Croix. Ce village des Salles, avant que le barrage existe, c'était ça. Il était là. Il était donc dans un milieu totalement différent. C'est un petit village, on dirait provençal, hein, avec sa place, ses petits commerces, son activité agro-pastorale habituelle là-bas, hein, les moutons. Et en fait, vous voyez, voilà le changement que ça a introduit, le fait de mettre un barrage. Donc, pour les gens qui vivaient de l'agriculture là autour, ça a été une catastrophe totale à ce niveau-là et un changement complet donc, de leur quotidien. Alors, les gens, bien sûr, ont été indemnisés, mais pendant longtemps, on en a voulu quand même à ce barrage et à l'EDF parce que, en fait, eh bien, ça a inondé des cultures où il y avait notamment des truffes. Et la truffe, on le sait, c'est quand même quelque chose qui rapporte, qui était d'un bon rapport pour les paysans qui vivaient là. Donc, le village, donc, il a été reconstruit plus haut, il a été abandonné. Hein, ici, voilà une photo qui montre les maisons qui sont plus ou moins en ruine. Je suppose que quand on a dynamité l'église, ça a dû être un moment également bien douloureux pour les personnes qui habitaient ce village. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait une bêtise. Je vais être obligée d'appeler Bernard, mon technicien habituel. Excusez-moi. Quel niveau, la bêtise? Il faut que Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je suis perdue. À quel niveau? J'ai quelque chose qui s'est affiché, je ne sais pas si vous le voyez, vous, et qui me gêne beaucoup. Ah ben, je vais le fermer tout simplement. Là. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais c'est cette espèce d'écran partagé qui s'affiche là qui m'embête beaucoup. Voilà. Alors, donc, voilà, pour les gens qui ont habité ce village, ça a été très douloureux. Et chez les anciens, c'est quelque chose qui est resté vivace. Bon, des anciens, il y en a évidemment de moins en moins. Donc, il y a de plus en plus de personnes, par contre, qui apprécient le lac de Sainte-Croix. Il faut dire qu'il a une couleur magnifique à cause de son fond argileux, entre autres. Et donc, voilà, c'était très agricole. Maintenant, c'est devenu très touristique. Avec, bien sûr, on peut se baigner, on peut pratiquer les sports nautiques. Et étant donné qu'en fait, c'est un lac de retenue qui va fournir de l'électricité aux villages voisins, mais aussi de l'eau dans les villes qui sont situées en amont, jusque sur la côte, eh bien, on peut naviguer, certes, mais uniquement à la main, à la rame, à la voile ou à un moteur électrique, mais surtout pas à essence. Donc, c'est quelque chose qui est super. Ça, c'est pour protéger en fait la qualité de l'eau. Et puis, ce qui a changé aussi, bien sûr, c'est que voilà, autant on a supprimé un certain milieu de vie, autant on en a créé un autre. Et ma foi, il y a des pêcheurs, vous voyez, qui ne s'en plaignent pas. Et il y a dans ce lac apparemment de très beaux brochets. Alors, donc voilà, déjà des côtés positifs ou négatifs que je vous ai indiqués là.
Après, un barrage, c'est comme une centrale, quoi. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne le coup. Sinon, alors, vous avez une espèce de tsunami qui va se ruer dans la vallée. Et moi, j'étais toute petite quand il y a eu le problème, donc, en fait, de Fréjus. Le barrage de Malpasset, en fait, a craqué, a cassé et tout l'eau a dévalé. Donc, vous voyez, à peu près un peu plus de 300 morts dans cette histoire. Et c'est quelque chose qui s'est passé donc en 69. Enfin, moi, je me souviens bien d'en avoir entendu parler. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Énergie éolienne, cette fois-ci, ben, on va essayer de voir aussi ce qu'il y a de bien et de pas bien. Je ne vous parlerai pas de celle-ci, hein, mais vous pouvez en faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je profite que j'ai mon technicien ici, Bernard. Est-ce que tu peux me dire ce que je peux faire de se partager votre écran, là, ce que j'ai en fait, ça, je le laisse de peur de tout arrêter, ou bien, tu vois, ça vient me manger l'image et je ne sais pas comment faire. Mais tu peux rien. Hein. Bon, j'y peux rien. Alors, on laisse, plutôt que de tout. Il faut l'accepter. On l'accepte. Donc, voilà, celle-ci, on n'en parlera pas trop, mais c'est rigolo. Alors, c'est une énergie également qui est connue depuis longtemps, hein, puisque les moulins ont été construits dans des buts divers, pour moudre les céréales, bien sûr, faire la farine, avec une voile qui était réglable, un mât pour orienter la voile dans le vent correctement. En Hollande, eh bien, avec ça, on assèche les polders. Mais à l'heure actuelle, donc, on a d'autres types de moulins qui fleurissent chez nous. Ça, c'est sur le Lomont. Donc, je parlais cette fois-ci des éoliennes. Alors, les éoliennes, donc éoliennes en France, eh bien, vous voyez qu'on commence à produire quand même un petit peu. Alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est que finalement, les plus grands producteurs se situent, vous voyez, dans ce qu'on appelle les Hauts-de-France, et que finalement, des zones qui seraient plus en bordure de mer, où il y a souvent du vent, ben, apparemment, sont un peu bien moins nantis que ces régions-là. Alors, le vent, ça a un intérêt, c'est qu'en fait, du vent, il y en a partout, il y en a presque tout le temps, enfin, pas tout à fait, mais les plantes l'ont bien compris, qui utilisent donc le vent, notamment pour la dissémination du pollen et ici des graines. Alors, l'inconvénient du vent, c'est qu'en fait, c'est des fois un petit peu imprévisible. Hein. Vous pouvez avoir des sautes de vent importantes, des rafales de vent importantes, et ça peut mettre en péril votre moulin ou vos éoliennes si elles sont mal conçues. Autre problème, c'est le problème peut-être aussi du visuel, l'impact visuel sur les paysages. Bon, ici, c'est au Chili, c'est dans une zone qui est plutôt désertique, donc ça ne doit pas trop déranger. Il ne faut pas oublier que c'est une énergie qu'on paye, que la source d'énergie, le vent, c'est sûr, on ne la paye pas, mais il faut voir quand même que l'installation d'une éolienne, ça demande pas mal d'énergie. Il faut décaisser le sol, alors il faut remuer pas mal de mètres cubes. Il faut ancrer l'éolienne justement pour pas qu'elle s'envole. Et donc là, ça fait appel à un socle en béton vraiment important. Et bien sûr, ça coûte de l'énergie de fabriquer le béton, de le transporter, de faire le trou, de le reboucher, etc., etc. Et donc, une éolienne, ça produit, mais il faut qu'elle soit bien placée. Voilà, hein, il faut qu'elle soit bien placée. Et si elle est bien placée, d'après les calculs, on arrive à produire, vous voyez, seulement, non, c'est quand même beaucoup, 70 à 85% du temps. Voilà. Et bien sûr, un autre paramètre qui intervient, vitesse du vent. Et puis, voilà, entre la théorie et la pratique, quand on tient compte de tout ça, on n'arrive pas forcément à ce qu'on avait espéré au début. Mais enfin, comme le vent est gratuit, il semblerait que la rentabilité soit bien au rendez-vous.
tant qu'il n'y a pas trop de travaux de maintenance à faire sur les éoliennes. Donc, on pense que pendant une trentaine d'années, ça peut tenir le coup. Mais après, il risque d'y avoir pas mal de coûts à prévoir pour la maintenance. Le problème aussi, c'est que finalement, ce qui serait très bien, ce serait d'arriver à stocker l'énergie. Parce que parfois, on va en produire beaucoup. Et puis, à d'autres moments, donc, quand il n'y aura pas de vent, ben, on ne va plus en produire. Et donc, en fait, on est obligé de coupler cette énergie avec d'autres sources d'énergie pour pouvoir alimenter les gens en continu. Et vraiment, un truc à travailler de façon importante en ce moment, ça serait justement le stockage de l'énergie. C'est valable aussi pour l'énergie solaire. Alors, au niveau, cette fois-ci, de la biodiversité. Bon, je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que les écureuils s'en préoccupent beaucoup, mais par contre, les écologistes sont quand même allés voir un peu ce qui se passe au pied. Et il y a des animaux qui sont impactés, c'est les chauves-souris, dont on sait que la population souffre déjà pas mal suite à l'emploi des insecticides. Les oiseaux également, qui peuvent, surtout ceux qui migrent de nuit, qui ne voient pas les pales et puis qui entrent en collision. Et donc, la LPO, c'est pas mal préoccupé du Ligue pour la protection des oiseaux, c'est pas mal préoccupé du sujet. Et donc, elle préconise, par exemple, d'utiliser des éoliennes sans pales. Alors, ça existe. Ici, vous en avez qui sont en Espagne. Bon, je ne suis pas allée voir un petit peu plus loin ce que ça pouvait donner au niveau rendement, etc., parce que je ne peux même pas vous occuper toute la soirée. Mais donc, il faut savoir qu'effectivement, les éoliennes sans pales, ça existe. Et voilà, au vu de tous ces inconvénients, vous avez aussi des gens qui rajoutent que il y a des inconvénients, par exemple, au niveau du bruit. Bon, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais il paraît que ça génère quand même des infrasons. Alors, éventuellement, ça peut déranger les animaux ou certaines personnes qui peut-être sont plus sensibles. Il y aurait aussi des problèmes pour les personnes qui seraient sensibles aux phénomènes électromagnétiques. Mais voilà, c'est pas vraiment, c'est pas attesté vraiment scientifiquement. Toujours est-il que on commence à se trouver avec des communautés, des communes qui renâclent au fait d'avoir l'installation d'éoliennes chez elles. Surtout en réfléchissant au fait que dans 30 ans, je crois que c'est elles qui seront les possesseurs de ces éoliennes et c'est à elles que reviendra donc la maintenance une fois qu'elle deviendra importante. Donc, il y a des gens qui tiquent un petit peu à propos de l'éolien. Alors, l'énergie solaire, cette fois-ci. L'énergie solaire. Donc, cette énergie solaire, vous la voyez fleurir déjà sur peut-être sur vos toits, hein, sur les toits de vos voisins. Donc, c'est de l'énergie ici avec des plaques photovoltaïques. Je n'ai pas traité le cas des plaques avec des systèmes de tuyaux à l'intérieur, des échangeurs thermiques qui permettent d'obtenir l'eau chaude. Apparemment, pourtant, ces échangeurs thermiques auraient un rendement plus fort, mais bon, ça n'entre pas dans le cadre de la production d'électricité, mais dans le chauffage de l'eau. Alors, ces panneaux photovoltaïques, on commence aussi à les installer sous forme de centrales dans certains pays. Je sais qu'en Amérique, par exemple, en Californie, je crois, ils ont installé au Maroc, enfin dans les pays à fort ensoleillement, on envisage, on installe déjà des centrales photovoltaïques. Donc, ça revient quand même à couvrir, vous le voyez, ça a un impact sur les sols forcément. Donc, c'est intéressant à mettre dans des zones, on va dire, plutôt désertiques. Parce que ça peut avoir un impact sur la biodiversité, sur les sols, comme je vous le disais, sur les chaînes alimentaires, etc.
Ce qu'il y a de bien avec l'énergie solaire, c'est que la source, une fois de plus, hein, c'est comme pour l'énergie éolienne, c'est une source qui est durable et puis qui est gratuite. C'est comme l'eau aussi. Où le bas va blesser un petit peu plus dans la gratuité du phénomène, c'est que il va falloir construire en fait les panneaux photovoltaïques. Et du coup, ces panneaux, ben, ça demande d'utiliser de la silice pour faire du silicium. Alors la silice, vous connaissez par exemple les cristaux de quartz, hein, vous avez déjà vu ça, mais on ne va pas tirer le silicium de ces cristaux, mais de roches qu'on appelle par exemple les quartzites, qui sont formés à base de sable siliceux, ou directement d'ailleurs à partir de sable siliceux. Donc une fois de plus, ici, ça a un impact environnemental, puisque bien sûr, il faut exploiter les carrières de quartzite. Alors, en fait, produire 1 tonne de silicium, puisqu'on ne peut pas utiliser la silice directement. La silice, intérêt aussi, c'est quelque chose qui est abondant sur Terre. Donc, il faut produire, il faut traiter, et pour obtenir le précieux silicium, vous voyez, il faut quand même dépenser 12 000 kWh d'énergie pour avoir 1 tonne de silicium. Alors, les grands pays producteurs de silicium, la Chine, hein, donc c'est des chiffres assez récents, parce qu'ils datent de 2019. La Chine, vous voyez, qui se taille vraiment la part du roi, là au travers, du lion. La France, on n'est pas très fort dans ce truc-là. Il faut dire que bon, la Chine ne laisse pas beaucoup de place aux autres, hein. Donc, c'est eux qui fabriquent beaucoup ce silicium et puis donc aussi les panneaux, bien sûr, photovoltaïques. Alors, étant donné que ces panneaux, ça demande quand même de l'énergie dans la production, beaucoup d'énergie, on a commencé à se dire aussi, tiens, de temps en temps, il y a de la grêle, par exemple, qui tombe et qui endommage les panneaux, donc il faut les changer. On considère qu'au bout de 25-30 ans, le panneau, il est arrivé, il produit encore, mais plus autant qu'il pourrait. Donc, on a envisagé ensuite le recyclage, hein, de ces panneaux. Donc, ça commence à se faire. Et bien sûr, ça coûte aussi de l'énergie. Il faut transporter, il faut séparer les différents composants, il faut les stocker. Tout ça, c'est de l'énergie aussi. Mais apparemment, le bilan, quand on fait le bilan écologique de tout ça, c'est très difficile à faire, un bilan écologique, parce qu'il faut tenir compte justement non seulement du soleil qui tape sur les cellules photovoltaïques, mais vous voyez, il faut, enfin je vous ai mis tout ça avant, c'est pour vous montrer qu'il faut tenir compte en fait d'un tas de dépenses énergétiques avant, hein, pour arriver à produire le silicium, pour arriver à produire le panneau, pour le transporter sur le lieu où il va être utilisé, ensuite pour le recycler, etc. Mais donc, selon certains calculs, en France, suivant l'endroit où on est placé, eh bien, c'est, en tout cas au niveau de l'impact pour le CO2, on aurait calculé qu'aux environs de 1 année et demie, dans le meilleur des cas, 3 et demi, j'arrondis, hein, ça, on aurait, comme ils disent ici, remboursé la dette écologique en ce qui concerne donc justement le CO2. Voilà, donc vous allez être content là parce que j'arrive à la conclusion. C'est qu'en fait, chaque mode de production de l'énergie a son intérêt, hein. C'est vrai que quand vous utilisez l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, là, vous êtes bon au niveau du réchauffement climatique puisque vous n'émettez pas de CO2. Ça ne veut pas dire que vous n'émettez pas de chaleur, mais enfin, au moins au niveau des gaz à effet de serre, c'est bon. Après, vous avez vu qu'il y a d'autres problèmes qui se greffent là-dessus. Et puis, pour terminer, donc j'ai trouvé cette petite image, un petit peu cette caricature de cette personne qui utilise en fait comme source d'énergie une bougie éteinte
en fait, la meilleure économie d'énergie qu'on puisse faire, c'est la meilleure énergie, je vais dire, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Surtout à l'heure actuelle où on est devenu très, très abondant au niveau de notre population et on est très énergivore. Donc, excusez-moi, mais pour écourter, je n'ai pas parlé de la géothermie ni des pompes à chaleur, qui sont encore d'autres moyens d'obtenir de l'énergie de chauffage. Voilà, je terminerai ainsi. Bravo, hein. C'est vraiment intéressant. Je vous en prie. Merci. Merci aux nombreuses assistantes. Merci, Je Laurence. rends l'antenne. Hein, tu nous repasses l'écran. Voilà. Je te l'ai passé là? Oui, C'est bon, bon, bon. Donc, merci Laurence pour cette conférence riche et dense. Tu nous as fait voyager dans l'univers du feu et tu as su établir le rapport entre le feu et les autres éléments, la terre et l'eau, comment le feu permet de rassembler et permet aussi de pouvoir bénéficier avec la terre et l'eau de la construction des centrales nucléaires et pour produire de l'énergie que tu nous as fait découvrir sous plusieurs formes jusqu'à les panneaux solaires, l'énergie solaire. Merci beaucoup. Je vais laisser la place aux questions. Est-ce que tu as arrêté l'écran de partage, s'il te plaît? Alors, j'ai cru le faire. Attends, il faut que je ferme ça peut-être. Comme ça, c'est bon pour vous? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Donc, merci à nos auditeurs, nos frères et sœurs qui sont branchés. Donc, on va leur laisser la parole. Qui ont bien du mérite, hein, parce que c'est quand même assez... c'est un peu technique, tout ça. Il y a du mérite, il y a du mérite. Merci à Martine Marie-Jo de Belfort qui nous rejoint pour ce partage. Géraldine nous a rejoint aussi. Mme Malou est là. On va laisser, je laisse la parole. On lève le doigt, bien on ouvre le micro et puis. Voilà. Ah, Marc. Et tout à l'heure, Laurence a parlé d'énergie qu'il fallait stocker, surtout pour l'éolien, parce que l'éolien, ce n'est pas une source d'énergie linéaire. Et en fait, il y a une île qui a réussi le tour de force, mais avec des gros investissements, d'être autonome en électricité. Je vais vous mettre le lien. On parlera ça, oui. C'est l'île de Hierro. Et en fait, ils ont combiné l'énergie éolienne avec l'énergie hydroélectrique. Oui, c'est ça. Il faut toujours que ça soit combiné. Voilà. Et donc, quand il y a un surplus d'électricité éolien, bien souvent, c'est la journée, parce que c'est une île qui est exposée au vent dominant. Donc, ils font tourner des pompes pour remonter de l'eau dans des lacs artificiels. Donc, l'investissement est colossal. Et ils utilisent la nuit la réserve d'eau pour produire de l'électricité avec les turbines. Oui, oui, c'est très... Du coup, l'île ne consomme pas d'énergie fossile et est autonome, quoi. Oui, là, ça va vraiment dans le bon sens. Voilà. Il faudrait pouvoir faire ça partout, en fait. Ça va dans le bon sens. Mais le problème, les solutions existent, le problème, c'est les investissements. Hein. C'est toujours pareil. J'ai entendu dire aussi que ce problème de stockage de l'énergie, quand on en a trop et qu'on ne l'utilise pas, par exemple, ce serait, pour obtenir un stockage d'énergie, ce serait d'utiliser cette énergie surnuméraire en produisant de l'hydrogène. Oui. Pour la production d'hydrogène, parce qu'effectivement, qui serait utilisable ensuite. Hein. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi la réserve d'énergie quand il y aura suffisamment de véhicules électriques. Oui, alors avec le problème... Oui,
c'est ça. Oui, il y a des gens qui ont pensé qu'on pouvait que. Enfin, quand même, une batterie de voiture, même, enfin, on peut être nombreux, mais une batterie de voiture, ça contribuera, mais c'est pas non plus peut-être ça qui va régler le problème. Ah, mais ça permettrait de Ça lisser. lisse. Oui, ça lisse. Voilà. Plutôt que d'acheter du courant en Allemagne produit à base de charbon. Voilà, par exemple. Voilà. En fait, le souci je trouve le souci des nouvelles techniques dites énergie renouvelable qu'on n'a pas évoqué d'emblée quand on s'est lancé dans cette technologie, c'est par exemple pour les éoliennes, la destruction des éoliennes dont on sait que la durée de vie n'est pas longue. Moi, j'avais lu un article où on disait 25 à 30 ans. Oui, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que on va se retrouver avec des champs morts d'éoliennes parce que voilà, ça coûterait très cher de tout démanteler. Donc ça, c'est un problème. Tout à l'heure, l'un d'entre vous vient de parler des batteries automobiles. Or, on sait très bien que pour construire ces batteries, on utilise des métaux rares dont l'extraction est plus dangereuse. Donc, je pense quand même que et source de conflit. Source de conflit aussi. Hein, oui, toutes ces zones, tout le monde voudrait mettre ferme à basse là-dessus. Hein, oui, oui. Donc, en fait, il y a quand même énormément de faces cachées avec ces nouvelles technologies. Oui, la prochaine génération des batteries automobiles Tesla, il n'y aura plus de cobalt dedans d'ici 2025. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas que le cobalt. Hein. Il y a quand même beaucoup de métaux rares. J'avais lu un article là-dessus. C'est vrai que je l'avais lu il y a déjà un certain temps, donc je ne connais plus le détail, mais c'était très critique quant à l'utilisation de ces batteries. Oui, parce qu'après, il y a aussi le problème du recyclage. Exactement. Alors, le recyclage, c'est bien le recyclage, mais le problème, c'est que de nouveau, ça coûte de l'énergie aussi. Voilà, donc, tout à fait. C'est tout le problème, c'est d'arriver à faire un bilan, le bilan écologique. Oui. Mais bon, on a peut-être tendance là, c'est vrai que dans ce que vous nous avez présenté, on a tendance à dire finalement le bilan écologique serait favorable, mais l'est-il vraiment? On peut se poser la question. Et puis d'ici que toutes ces énergies compensent l'arrêt des centrales nucléaires, je pense qu'on n'est pas prêt de pouvoir répondre à la demande. Oui, ça pose énormément de questions. Énormément de questions. On en revient vraiment au fait qu'il faudrait pouvoir être beaucoup moins énergivore dans nos sociétés. Et puis, également, on avait déjà posé ce problème-là, je crois, à la première conférence, c'est vraiment, mais arrêter de croître et multiplier. Oui, non, mais c'est ça. Je pense que le multiplier, hein, je pense qu'il y a une appropriation qui a été détournée hein, de l'objectif du Créateur. Par exemple, prenons le thème que nous utilisons. Le Christ dit qu'il est venu apporter le feu. Mais nous voyons, je l'ai dit au début de cette conférence, que le feu évoque la destruction et le danger. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que le Christ est venu révéler. Ce feu, c'est le feu d'amour, c'est le feu qui construit, qui participe à la création, à l'achèvement de la création. Mais malheureusement, il y a eu un détournement. Quelque part, nous revenons au même problème, hein, c'est-à-dire la conscience que l'homme n'a pas de la mission que Dieu lui a confiée dans la création. Il y a un problème là. C'est un signe qu'on puisse aborder cette question-là aujourd'hui parce que ce 11 mars 2021 nous rappelle le 11 mars 2011, l'accident nucléaire de Fukushima. Et puis, nous savons ce qui s'est passé aussi en 1986 chez Tchernobyl. Donc, il y a quand même des événements qui sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas maîtres de la création, que nous ne sommes que des intendants. Quelque part, je pense que il y a une conversion, une prise de conscience, une conversion à opérer
pour pouvoir réellement remplir notre mission Si tu permets, avec le croître et multiplier, et c'est à remettre dans son contexte aussi. C'est-à-dire que quand les textes, quand l'Évangile, la Bible, enfin la Bible, pour commencer l'Ancien Testament, a été écrit, les gens ne se marchaient pas sur les pieds. Hein. Il y avait quelques tribus nomades. On était même avec des personnes qui étaient déjà sédentaires. Mais je veux dire, ce n'était pas les mégapoles qu'on connaît maintenant. Hein, ça. Donc, croître et multiplier. Pendant très longtemps, on a quand même pensé que les ressources de la Terre, elles étaient inépuisables. C'est quand même au XXe siècle, plutôt dans la deuxième moitié d'ailleurs, qu'on a commencé à se rendre compte que, ah tiens, le pétrole, ah oui, ça pourrait peut-être finir par manquer. Ah tiens, et c'est des prises de conscience qui sont récentes. Hein. Oui, mais Laurence, je pense que jusqu'à la moitié du 19e siècle, jusqu'à 1850, il y avait quand même un usage de l'environnement, il y avait un usage rationnel et même rationné. C'est avec la révolution industrielle de 1850 que c'est à partir de là que les choses ont commencé par dégringoler. Et puis, le fait qu'on mourait moins jeune, la mortalité infantile a disparu. Je pense que tout cela mérite de relire Laudato Si, et Laudato Si de l'autre, de notre pape, hein, et puis de voir ce qu'on peut initier. De toutes les façons, ce que tu nous as présenté est très riche et en même temps bouleversant. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas vrai. Hein? L'homme a une capacité de pouvoir agir son environnement, de le transformer et de le... Oui. Donc, merci. Il va être 19h30. Bon, on va laisser encore 15 minutes, si vous le permettez. On sait que c'est l'heure du dîner qui approche. Il me semble qu'il y a des doigts qui sont des mains levées. Moi, je voulais beaucoup remercier parce que c'est vraiment très, très bien fait ce que vous avez. Oui, très bien. C'est vraiment... Je vais me faire des chevilles qui vont enfler, je vais me faire une entorse. En fait, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir et moi aussi, j'apprends beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que c'était très intéressant parce que vous avez vraiment fait, vous avez vu passer tout en revue. C'est très bien. Et sans parti pris, quoi. Ça oui, aussi. En plus, sans parti pris, tout à fait. C'est très difficile, hein, de toute façon. Bon, mon âme écolo, auparavant, râlait pas mal après les centrales nucléaires ou les barrages. Mais maintenant, j'avoue que je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. Non, ben, vraiment, je pense qu'il faut devenir économe d'énergie. Oui, c'est vrai que ça paraît la solution à adopter, mais malheureusement, il y a beaucoup de mots, tout le monde dit il faut, il y a qu'à, mais bon, je pense que les industriels ne sont pas prêts non plus. Puis nous, hein, on est dans une société où on vit avec beaucoup pour le plaisir, alors faire des efforts, on a beaucoup de mal. Michel, il est patient. Michel veut prendre la parole. Laurence, comment pratiquement peut-on passer d'une consommation moyenne de 14 tonnes de carbone par personne par an à 2 tonnes? Comment est-ce qu'on peut diviser par 7 notre empreinte carbone? Pratiquement. Je ne vous ai pas donné de solution. Je ne vous ai pas donné de solution parce que il y a deux choses. Il y a nous dans notre façon de vivre, mais il y a aussi toutes les décisions politiques. Il y a aussi toutes les décisions politiques qui vont être dans l'orientation, donc justement des choix de production de l'énergie, mais aussi est-ce qu'on encourage ou pas la natalité? Ça va jouer aussi. Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour, par exemple, que les gens isolent, hein, travailler sur l'isolation des maisons? Tout ça, ça va dans un sens positif. Mais je t'avoue que moi, je n'ai aucune solution à vous donner, sinon celle que je te disais tout à l'heure,
essayons, nous, en tant que chrétiens, de réfléchir un peu à être le moins consommateur d'énergie possible. Sachant qu'on est vraiment des gens qui vivons, je crois, tous ici quand même, dans des moyens, dans des endroits où on a été habitué à vivre avec, ne serait-ce qu'avec un certain confort, avec certaines facilités, avec, voilà. Donc, ça nous interroge. Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations. Et je ne suis pas le gourou qui va vous donner la solution. Moi, je pense qu'on trouve une solution que quand on est en état de manque. C'est-à-dire, ben, si jamais cette gabegie de lumière, d'énergie n'est plus à notre portée, on sera obligé de trouver des solutions. oui, moi, je rejoins un petit peu j'ai tendance à être un peu pessimiste. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge ou quoi. Mais quand on dit Homo sapiens, je me demande, sapiens, hein, l'homme sage, je me demande, et encore on dit Homo sapiens sapiens, je me demande si on est si sapiens sapiens que ça, quoi. Quelle sagesse. C'est toute la question. Mmh. Conscience n'est que rune de l'âme. Oui. Oui, tout à fait. La deuxième solution, c'est de toucher au porte-monnaie des gens. Malheureusement. Oui, mais tu as vu ce que ça fait? Ça fait tout de suite des sacrés levées de boucliers et beaucoup de désordre dans les pays. Oui, mais bon, après... Est-ce que les gens qui payent plus de 10 € le paquet de cigarettes arrêtent de fumer? Bah, ils trouvent un moyen détourné pour en acheter moins cher. Ah ouais. Oui. Problème. Là on touche, c'est quand même le domaine de la drogue. Hein. La cigarette, c'est déjà addictif. Hein. Mais nous, par exemple, je ne sais pas, moi, on va faire nos courses en voiture. Est-ce que, tiens, j'ai oublié mon pain, il me reste du pain rassis. Ah ben tant pis, j'aime pas le pain rassis, je vais quand même reprendre ma voiture pour aller chercher du pain. Bon, allez, clac, si on est je ne sais combien de milliers ou de millions à faire ça, ça fait tout de suite pas mal de CO2 voilà, dans l'atmosphère. Est-ce que, il y a plein de trucs comme ça. Oui, ça pourrait être l'origine d'une autre réflexion, c'est parce qu'on y a déjà réfléchi, quels sont les endroits où on est déjà capable de faire des économies d'énergie. Parce que dans les villes, par exemple, le soir, la lumière s'éteint ou s'apaise ou complètement dans les villes. Quelquefois, c'est tout noir dehors. Hein. Oui, alors après, il y a des gens qui ne sont pas trop pour ça parce qu'ils ont peur des problèmes d'insécurité. Je sais qu'il y a eu des expériences de fait et il y a des gens qui étaient pas trop pour à cause de ça. Donc, dans les églises, déjà diminué, c'est bien. Dans les églises, on va s'éclairer à la bougie désormais. Oh là là, les particules. Je pense qu'au niveau de l'Église, l'appel des évêques à nous approprier le label Église verte est déjà largement suffisant pour prendre conscience et la nécessité de changer de comportement vis-à-vis de la création et de notre manière de consommer, de tout ce que la création nous offre aussi. Donc, je pense que si cette démarche est acquise au niveau de toutes les paroisses et qu'il y a un effort qui est fait, surtout en ce temps de carême, je pense que nous, chrétiens, catholiques ou bien chrétiens tout court, pouvons quand même influencer notre environnement sur nos paroisses, sur nos lieux de travail et autres. C'est une question de volonté. Oui, c'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on est conscient de ce problème d'énergie, je dirais presque que dans toutes nos actions de la vie quotidienne, il faudrait qu'on réfléchisse justement comme ça, énergie. C'est-à-dire, par exemple, on va revenir sur des thèmes. Par exemple, j'ai un petit bout de jardin.
est-ce qu'il est nécessaire que j'emmène à la déchetterie, par exemple, ma tonte de gazon? Si j'emmène ma tonte de gazon à la déchetterie, peut-être que j'aurai un environnement qui va être hyper clean chez moi, hyper propre, tout va être bien tiré à 4 épingles, etc. Oui, mais est-ce que je n'ai pas fait sale, en fait, en voulant faire propre? Parce que finalement, j'ai pris ma voiture, j'ai mis ça dans du plastique, j'ai emmené ça à la déchetterie, je suis revenue. Donc, si je réfléchis en termes d'énergie, ce n'est pas très bon, alors qu'il suffisait que j'étale ça au pied de ma haie et c'était tout bénéfice. Je veux nettoyer mes dallages. Bon, allez, hop, je prends un anti-mousse, je ne sais pas trop quoi. Ou je prends le Karcher. Oui, mais c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que j'utilise. Je veux ramasser des feuilles mortes. Bon, allez, voilà, il y a des gens qui prennent des souffleuses. C'est de l'énergie. Bon, je comprends qu'une personne qui fait ça toute sa journée parce qu'elle travaille comme employée communale, on lui épargne un petit peu les bras. Mais nous, à titre d'individu chez nous, on a un peu de l'énergie biologique, humaine, physiologique à mettre en œuvre. Ça ne nous fera pas de mal. Il faut réfléchir en termes d'énergie. Dans nos achats, quand on achète, ne serait-ce que de la nourriture, hein, est-ce qu'elle a été transportée beaucoup? Est-ce qu'elle a nécessité comme produit? Oui, ça, les gens commencent à faire attention un peu quand même. Il faut espérer, oui, il faut espérer, bien sûr. Mais c'est pour tout, quoi, comme ça. Marc nous parle d'une expérience à Vojoko. Après, Michel prend la parole. Le mulching, c'est quoi? Le mulching, c'est simplement de hacher les tontes de gazon et les laisser sur le sol ou les emmener à la déchetterie. Oui, aussi. Alors, c'est pareil, le gazon. On nous a collé dans la tête qu'il faut absolument un gazon anglais, c'est beau, c'est machin et tout. Mais c'est mort, à la limite, un gazon. C'est tellement mieux de laisser un peu pousser. Moi, j'adore m'amuser à ça, à regarder, à laisser vivre un peu. Et c'est marrant, quoi, de voir les plantes qui peuvent venir s'installer là-dedans et après les insectes qui sont intéressés par les plantes qui vont fleurir, etc. Alors, c'est sûr que à côté d'un jardin tiré à 4 épingles, d'ailleurs, une fois, on a un voisin qui lui, travaille bien, c'est tout propre et tout. Et donc, il y avait des gens qui se promenaient dans la rue et qui ne m'ont pas vu puisque je lisais derrière un buisson. Et tout d'un coup, j'entends les gens qui arrivent et qui disent « Oh, ici, c'est des écolos ». Parce qu'effectivement, un jardin écolo, ce n'est pas un jardin tiré à 4 épingles. Mais qu'est-ce que c'est plein de surprises. Et puis, en même temps, je ne suis pas toujours sur la tondeuse à gazon qui pollue, qui envoie des microparticules, qui utilise de l'énergie, du pétrole, etc. Donc voilà, c'est tout un mode de pensée à avoir. Mais c'est comme le jardinier qu'on avait emmené dans la cour de la cure Saint-Joseph et qui a vu ces beaux pommiers et qui a proposé de les tailler. Il a dit, mais pourquoi vous ne faites pas du jus de pomme avec les pommes qui poussent dans la cure de Saint-Joseph? Ah oui. Michel. Oui, Église verte. C'est quoi le pourcentage de réduction de consommation que les évêques se sont mis en tête d'obtenir? Pardon? C'est la question qui tue. C'est la question qui tue. Église verte, quel est le pourcentage de réduction de consommation que les évêques se sont mis en devoir d'obtenir? Je pense que sur le site Église verte, nous aurons le détail des objectifs fixés et des propositions qui sont faites pour les paroisses, pour les communautés. Je n'ai pas poussé la curiosité pour aller faire des recherches, mais je sais qu'il y a quand même des actions qui ont été proposées, quantifiées et puis monnayées en termes de questionnaires pour pouvoir faciliter dans les communautés une démarche personnelle, familiale, communautaire. Donc, je pense que à la fin de ce temps de partage, il serait bon de s'approcher de ce site et voir ce que nous pouvons apprendre et puis en même temps prendre pour notre vie communautaire. Mettre en œuvre. Mettre en œuvre, oui. Oui, tout à fait.
Bien, bah, écoute, on approche de 8h moins le quart. Vous avez faim, non, peut-être? Oui, Donc, je une vous chose à propose, préciser, c'est que la prochaine fois, l'horaire est changé pour permettre peut-être à plus de personnes de participer. Et donc, ça sera 20h30, hein, c'est ça, c'est vrai. 20h30, 20h30, puisque à Le rendez-vous. 18h, il y en a qui sont branchés sur Jean Castex et Et sur autres. leurs enfants. Les Vous êtes plus des jeunes enfants. sont avec leurs enfants. Ah oui. Et donc, la tendance, c'est de proposer 1 heure plus tard et on pense qu'à 20h30, il y aura plus de participants. Mais peut-être Martine le dira aussi, mais nous avons une réunion Zoom également jeudi prochain. Alors, peut-être on y arrivera pour 20h30, mais elle a lieu également à 18h, la nôtre. Donc, et elle est prévue mensuelle tous les mois. Quoi. Bon. Après la messe de Anne-Marie, vous pouvez toujours, après, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez toujours, grâce à Marc, qu'on remercie beaucoup, revoir l'enregistrement de la D'accord. oui. Merci. sur le site de la paroisse. Oui. Merci à nos amis de Belfort. Merci à Marc. Merci à nos frères et sœurs de Saint-Michel, Michel et Agnès qui sont là, Géraldine et Malou. Et merci à Laurence et Bernard pour tout ce qui a été dépensé comme énergie pour nous nourrir. Je vous propose, pour clôturer, de reprendre la prière du pape pour l'année Laudato Si, que j'ai mis sur l'écran. Nous pensons à tous nos frères et sœurs de Fukushima qui se rappellent la catastrophe qui leur est arrivée il y a 10 ans. Et puis, nous portons toute la planète. Alors, comme la fois passée, on l'a expérimenté à plusieurs, il y avait beaucoup de bruit. Je propose de la prendre en votre nom, tout simplement pour, voilà, donc les micros fermés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans les plus petites de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et en communion avec toutes nos familles, nous pouvons dire Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Priez pour nous. Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, bonne soirée et bon appétit surtout.
Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Jeudi prochain, c'est le métal qui va nous rassembler. Nous nous rassemblons autour du métal. Oui, ça va être, je ne sais pas quoi encore, mais certainement que l'Esprit Saint va nous guider. Allez, hop. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci, soirée. Marc. Merci tout le monde. Merci beaucoup.